Alors, tout d'abord, il faut comprendre, le contexte de cette affaire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit, et d'ailleurs, il y a une confusion totale même dans la lecture du conflit. J'ai parlé de la propagande ukrainienne et de nos médias, mais on voit aussi dans ceux qui, soi-disant, entre guillemets, «soutiennent» la Russie, on voit que tout le monde a son interprétation du conflit. Certains disent qu'aujourd'hui, on est dans un conflit de civilisation avec la Russie et les États-Unis sont ensemble dans la lutte contre le phénomène LGBT, le wokisme, on soutient les oligarques ukrainiens, etc. Enfin bref, chacun y voit ce qu'il veut voir dans ce conflit. Alors il faut revenir aux faits, il faut revenir à la réalité de ce qui s'est passé. C'était rare, d'abord, il n'y a pratiquement pas de terres rares en Ukraine. Hein, ça, il faut déjà l'établir. J'avais fait une émission là-dessus sur une autre chaîne, Espoir et Dignité, si ma mémoire est bonne, dans lequel j'ai montré des relevés de l'US Geological Survey qui montrait qu'il y a pratiquement pas de terre. En revanche, il y a des matériaux et des minerais stratégiques intéressants. Il y a évidemment des produits pétroliers, il y a un peu de gaz, il y a du charbon, bien entendu, mais il y a aussi d'autres matériaux comme du lithium, du beryllium et des choses comme ça qui ont un intérêt stratégique, mais qui ne sont pas des terres rares. Mais bref, passons sur ces détails-là, qui sont des détails purement techniques. Ce qu'il y a de sûr, c'est que lorsque Trump a été élu, Zelensky, lui, à l'inverse des Européens, il a très bien compris que l'arrivée de Trump allait euh, poser un problème pour le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Et il a très bien compris que Trump a une mentalité d'homme d'affaires. C'est-à-dire que pour lui, et là je pense qu'il faut bien comprendre la stratégie de Trump, Trump, c'est quelqu'un qui et c'est un vrai républicain d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense que la grandeur des États-Unis doit venir de l'intérieur des États-Unis et non pas nécessairement de l'extérieur des États-Unis, alors que les démocrates ont plutôt tendance à travailler sur la grandeur des États-Unis à partir de la projection des États-Unis, que ce soit dans les sociétés, les autres sociétés, soit même militaires. Les républicains partent de l'idée que l'Amérique doit être forte en soi, en elle-même, et que et aujourd'hui, l'Amérique, enfin les États-Unis, tels que mes parents l'ont connu, etc., cette Amérique des années 60, eh bien, elle n'existe plus. Les Européens n'achètent plus des voitures américaines, les Américains ne fabriquent plus de bateaux, ils vont à peine sur la Lune, enfin, ils vont dans la Lune, ils n'y vont plus, mais dans l'espace, ils ont été obligés de privatiser plus ou moins les initiatives parce qu'ils n'ont plus l'argent et les ressources pour le faire au niveau de l'administration. Ils ont bien entendu un système militaire qui est démesuré, pléthorique et qui leur coûte un saladier, mais à côté de ça, les rues s'effondrent et le système de santé est pratiquement, je ne veux pas dire qu'il est inexistant, mais enfin, il est extrêmement précaire aux États-Unis. Donc, c'est une société qui a tendance à s'effondrer de l'intérieur. Et donc, Donald Trump a comme objectif Make America Great Again, c'est-à-dire on reconstruit cette Amérique des années 60. Je me rappelle d'ailleurs, avant qu'il rejoigne l'équipe Trump, j'en ai parlé, c'est Robert Kennedy qui m'a contacté et puis on a pu discuter un peu du conflit ukrainien, mais aussi de sa vision du monde américain. Et lui, il a cette idée-là, c'est cette idée de l'Amérique de son oncle, de cette époque-là, des années 60, cette Amérique qui était un peu notre modèle, hein, peut-être pas le mien, mais celui en tout cas de mes parents, très certainement, cette Amérique d'après-guerre. Et c'est un peu ce que voudrait reconstruire Donald Trump. Et donc, mettre l'effort sur la capacité de production, les capacités industrielles, rapatrier comment dire, des potentialités industrielles qui avaient été délocalisées dans les pays du tiers-monde, en Amérique latine et ailleurs. Et c'est l'objectif de ces fameux
taxes d'importation qu'il met aux Chinois partout pour dire: «Si vous voulez, vendre vos produits, bien si vous voulez les importer, les exporter chez nous, ça va coûter un tel prix que vous ne les vendrez pas. Si vous voulez pouvoir les vendre, il faut venir vous établir chez nous». Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a dit qu'il voulait voler des places de travail aux pays, au Canada, au Mexique et à l'Union européenne d'ailleurs, parce que c'est ça l'idée, c'est de faire des taxes qui poussent les entreprises à délocaliser aux États-Unis et à reconstituer des places de travail et à recréer un potentiel de production. Voilà, ça c'est l'idée de Trump. Et dans cette optique-là, il a un seul objectif, c'est de maintenir la Chine tête basse. Parce que ce qui l'empêche, qui peut l'empêcher de reconstruire cette grandeur américaine, selon lui, c'est la Chine qui est évidemment son concurrent le plus important. Donc il faut maintenir la tête basse à la Chine et ça coûte de l'argent. Et par conséquent, tous les conflits et tous les problèmes régionaux dans lesquels les États-Unis sont impliqués, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Iran, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Ukraine, c'est du ballast pour Trump. Et par conséquent, il faut se dégager de ces conflits. Donc c'est pas qu'il n'aime pas les Ukrainiens, c'est pas qu'il préfère les Russes, mais il a compris que ça l'argent qu'il met et les ressources que les États-Unis mettent dans ce conflit, c'est un trou noir dans lequel tout ça disparaît et ça ne rapporte rien du tout aux États-Unis, ni financièrement, ni politiquement, ni géopolitiquement. Ça rapporte rien. Voilà, donc ça, c'est l'idée de base et ça, Zelensky l'a très bien compris et c'est la raison pour laquelle Zelensky, au mois de décembre, a fait la proposition, parce qu'il a senti que Trump allait couper les vivres à l'Ukraine, donc il lui a dit: maintenez votre soutien à l'Ukraine et en échange, je vous offre l'exclusivité ou l'accès aux minerais rares, aux terres rares, aux minerais stratégiques, etc., de manière privilégiée. De cette façon, il y a une sorte de retour sur investissement pour les Américains. Ça, c'était l'idée. Et c'était donc l'idée de dire: vous continuez à nous aider dans le futur en échange d'un accès à ces minerais. Ça, c'est l'idée de Zelensky. Et puis, Trump, il a, il a compris la manœuvre, mais comme je l'ai dit, il veut se désengager de cette zone. Donc, il a dit à Zelensky: écoutez, d'accord pour l'accès aux minerais, mais pas pour une aide future, mais pour financer l'aide passée. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, finalement, Zelensky, il s'est trouvé un petit peu le bec dans l'eau avec cette histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce discours qui revient sur les garanties de sécurité. Parce que pour Zelensky, les garanties de sécurité, c'est la garantie de l'aide américaine en réalité. Et cette aide américaine, parce qu'il veut que les Américains soient impliqués, parce que selon, dans son imagerie personnelle, ce sont les Américains qui peuvent offrir un contrepoids efficace à la Russie, pas les Européens. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, Trump a donc changé la logique de l'accord que Zelensky voulait faire. Puis Zelensky, il s'est trouvé un peu contraint d'accepter un, un accord qui n'est pas celui qu'il voulait au départ, parce que lui, il pensait d'abord que l'aide qui lui avait été donnée jusqu'à présent avait été donnée, point final, et donc il n'y avait rien à rembourser. Et, et maintenant, il se retrouve à fournir un accès aux minerais en échange donc, en fait, il rembourse d'une certaine manière l'aide qui lui a été fournie. Et ça, évidemment, ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais il a quand même accepté parce que ça maintient les États-Unis avec un pied dans la région, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, il a beaucoup hésité d'ailleurs, parce qu'il a dit qu'il ne signerait pas, puis qu'il signait, puis qu'il ne signerait pas. Puis finalement, il a accepté de signer. C'est la raison pour laquelle il était allé à Washington, où il y a eu cette fameuse séance dans le bureau ovale qui a été assez épique et assez extraordinaire au sens étymologique du terme, parce qu'on n'avait jamais vraiment vu ça avant. Et puis, il en est reparti d'ailleurs sans avoir signé l'accord. Et bon,
bref, ça a vraiment, jeté un froid entre les 2 pays. Mais Zelensky s'est quand même retourné pour signer cet accord parce qu'il comprend bien que c'est la seule manière de garder un contact avec les États-Unis. Donc voilà ce qui s'est passé, ça c'est le fond de l'histoire. Donc c'est pas les Américains qui sont venus avec cette idée d'abord, hein. D'abord, quand vous regardez la carte, malheureusement, je ne crois pas que j'ai une carte ici que je puisse vous montrer de ces terres rares. Je n'avais pas prévu d'en parler, donc j'ai pas de carte. Mais elles sont pour la plupart dans des zones dans l'est du pays, c'est-à-dire des zones qui sont soit tenues, soit en passe d'être tenues par les Russes, donc l'accès est pas énorme, ou les chances d'accès sont pas énormes et puis par ailleurs, sont pas nécessairement alors évidemment ça peut jouer un rôle, pour certains minerais, mais pour d'autres, on pourrait les avoir ailleurs ces minerais, donc ça n'est pas impératif pour les États-Unis d'être là. Il n'y a pas des minerais qui soient d'importance si stratégique que le lien avec l'Ukraine soit si important. Cela étant dit, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de minerais stratégiques comme le tungstène, etc., dont la plus grande partie, selon le graphite par exemple, les plus grands producteurs et les plus grandes réserves d'ailleurs se trouvent soit en Russie, soit en Chine. Et dans l'avenir, le problème qu'ont les États-Unis, c'est que leur chaîne d'approvisionnement en matériaux stratégiques est relativement, faible, si vous voulez, et très dépendante des autres. C'est d'ailleurs pas pour rien, qu'il y a, cet intérêt, pour des États-Unis pour le Groenland, par exemple. Parce que au Groenland, il y a un certain nombre de minerais stratégiques qui pourraient être intéressants, qui ne sont pas du tout dans la même mesure que ce qu'ont la Russie et la Chine. Mais là, il y a clairement une vulnérabilité des États-Unis parce que ces matériaux stratégiques sont des matériaux qui sont particulièrement utiles pour les nouvelles technologies, les semi-conducteurs évidemment, et puis surtout les semi-conducteurs des nouvelles générations, c'est-à-dire à très haute performance et à dimension extrêmement réduite. Par conséquent, les Américains voient ils ont là une faiblesse structurelle par rapport à la Chine et à la Russie. Ils ont une dépendance par rapport à eux, dépendance vraiment pour le coup stratégique, qui fait que tout ce qui pourrait permettre de compenser cette dépendance est bon à prendre. Mais l'Ukraine ne fait pas vraiment partie, enfin il y a certaines choses qui pourraient sans doute être utiles aux Américains, mais pas de manière aussi, comment dire? Impérative que ce qu'on pourrait imaginer.